Bonjour à tous, ici Grégory Book, auteur du livre Localisation. Aujourd'hui, je voudrais qu'on passe un peu de temps ensemble pour déterminer quels sont les meilleurs départements pour implanter sa base autonome durable rurale ou sa ferme autonome. C'est parti! Alors tout d'abord, pourquoi vouloir s'installer à la campagne et non en ville, là où il y a du travail? Plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, le retour à la terre. C'est de plus en plus présent, cette volonté chez les citadins notamment, de vouloir retourner à la campagne pour gagner en qualité de vie, pour se connecter à la nature, pour que leurs enfants puissent avoir un cadre de vie épanouissant, et aussi pour pouvoir être plus autonome. Donc ce retour à la terre, il se fait dans des endroits qui doivent être adaptés, à la fois pas trop isolés, pour pas que le choc soit trop dur, et à la fois assez isolés pour pouvoir quand même bénéficier des avantages de la campagne. Deuxième motivation, ce sont les gens qu'on appelle les survivalistes, qui veulent se créer une base autonome durable, rurale, pour des cas d'effondrement majeur, des cas de guerre, et donc ils cherchent un endroit où évacuer, un endroit qui se trouve à la campagne, puisque là ils pourront être autonomes pendant plusieurs mois, plusieurs années, sans problème. Ils pourront stocker beaucoup de nourriture, ils pourront produire leur propre nourriture, et donc ils cherchent un endroit qui soit assez isolé et assez en dehors des risques qu'ils connaissent là où ils sont actuellement, donc en ville, la plupart du temps. Ça peut être aussi une motivation pour avoir un domicile permanent, donc ça rejoint le retour à la terre, mais sans être un agriculteur. Donc là j'insiste bien, le but de la vidéo ça va pas être de vous conseiller pour ouvrir votre exploitation agricole, maraîchère, d'élevage, etc. C'est un autre sujet. Là ce dont on parle, c'est qu'en fait vous êtes un couple par exemple avec des enfants, vous avez une voiture, il y en a un qui travaille, qui peut emmener les enfants avec la voiture le matin, ensuite aller travailler, il revient le soir, et l'autre reste à la ferme pour s'occuper des animaux et des cultures. Donc c'est ça un peu le scénario dans lequel je me place actuellement. Voilà, donc vous avez décidé de tout plaquer pour aller vivre à la campagne, pour trouver votre havre de paix, et vous voulez être le plus possible autonome, c'est-à-dire dépendre le moins possible des réseaux d'eau, d'électricité, des approvisionnements en nourriture, mais il vous faut quand même une voiture pour pouvoir aller en ville et bénéficier des services, évidemment, de la ville, typiquement la santé, l'éducation. Et il y aurait aussi, dans l'idéal, un arrêt de bus, enfin un arrêt de transport assez proche de l'endroit. Donc le but c'est quoi? C'est d'avoir une grande surface, donc ça peut aller jusqu'à plusieurs hectares. Le but ça n'est pas d'avoir son potager à côté d'un travail normal. Le but c'est vraiment d'être autonome le plus possible. Parce qu'un potager, vous pouvez l'avoir partout. Si vous avez un appart, dans quasiment toutes les villes, il y a des jardins ouvriers, et vous pouvez avoir 200, 300, 400, 500 mètres carrés pour cultiver votre potager. Mais là, ce dont on va parler maintenant, c'est vraiment le cas d'une personne qui s'installe à la campagne, avec de grandes surfaces, et même quasiment pour avoir son propre bois. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir acquérir de la forêt, pas très loin de là où on a son terrain. Ensuite, l'objectif, c'est de dépenser le moins possible, parce que bien évidemment, vous allez pouvoir acheter une propriété, je sais pas moi, aux portes de Paris, mais ça va vous coûter les yeux de la tête. Donc ça perd totalement son intérêt d'autonomie. Parce qu'au contraire, vous allez être dépendant des crédits et des remboursements. Donc là, on va essayer de cibler un projet entre 10 000 et 100 000 euros pour le terrain seulement. Donc on veut des terres fertiles, on veut des forêts qui ne coûtent pas cher, et on veut se préserver des risques actuels et futurs. On veut aussi éviter d'avoir le blues de la campagne. Surtout quand on passe d'un environnement citadin
un rural, au bout de plusieurs mois, de plusieurs années, on peut développer une sensation de vide. Voilà, ça devient pénible de faire le trajet tous les 2-3 jours pour aller se ravitailler en produits spéciaux, pour aller emmener les enfants, pour faire n'importe quoi, il faut toujours la voiture. Donc on va essayer quand même d'être à la fois à la campagne, mais en même temps proche des commodités. L'objectif en fait c'est de se mettre dans l'optique de revenir à l'ère pré-industrielle et l'ère pré-pétrole. Donc en gros le 19e siècle. Si jamais vous voulez revenir à la campagne, il faut que vous soyez prêt psychologiquement et logistiquement à revenir à un mode de vie du 19e siècle. Donc une ferme avec une polyculture, et puis de temps en temps, ou alors par période, aller à l'usine travailler. Quoi. Ce dont je vais parler là, je ne vais pas faire un guide touristique des départements de France, c'est pas l'objectif. Je vais me concentrer sur les grands critères, et après évidemment, vous aurez votre ressenti, vous aurez votre opinion, vous aurez vos préférences. Donc quelques remarques. Alors on va étudier la France. Les départements français, c'est une échelle qui est très intéressante, le département. Le super avantage qu'on a dans ce pays, c'est la diversité des climats. Franchement, c'est exceptionnel d'avoir autant de climats type océanique, montagnard, de plaine, froid, chaud, méditerranéen. Il y a une richesse extrême, ce qui fait que selon votre personnalité et votre projet, vous allez pouvoir tout le temps trouver un endroit qui correspond. À part si vous voulez évidemment faire pousser des bananes, mais il y a plein de fruits qu'on peut faire pousser en France quand même, même dans le nord. Donc l'analyse ensuite, là, elle ne va pas prendre en compte votre famille, votre réseau d'amis ou votre réseau professionnel. Donc bien évidemment, si jamais je dis qu'un département est intéressant pour s'installer à la campagne, ça ne veut pas dire qu'il faut aller là et quitter celui où vous êtes actuellement qui est moins intéressant, puisque le réseau que vous avez est évidemment une force majeure. Donc, parfois ça vaut mieux le coup de rester dans un endroit qui n'est pas terrible, mais là où on a son réseau pro et perso, plutôt que de quitter cet endroit-là pour aller dans un nouveau lieu totalement nouveau qu'on va devoir construire et où on va devoir s'intégrer. Autre remarque, les limites des départements vont être relatives dans l'analyse. C'est-à-dire que quand je vais faire mon classement des meilleurs et des pires départements, bien évidemment que si vous êtes à la frontière d'un département, ça peut marcher aussi. Donc il ne faut pas être rigide du point de vue frontière administrative. On peut varier de 10, 20, 50 km parfois. Le client type, en fait, de ce type d'analyse, c'est vous êtes un Européen de classe moyenne ou inférieure, vous êtes en couple ou en famille. Donc typiquement, vous n'êtes pas célibataire puisque les coins isolés, ruraux, ne sont pas idéaux évidemment pour trouver une compagne. Donc là, je me place vraiment dans l'optique où vous avez déjà une situation. Dernière remarque, est-ce qu'on va parler de petit village ou d'isolement total ? Alors, moi, mon analyse là-dessus, c'est que l'isolement total, c'est-à-dire que quand vous êtes tout seul dans votre maison et qu'il n'y a pas de voisin à 500 mètres, à 1 km, pour moi, c'est pas viable. Donc, je ne vais pas adopter ce point de vue-là. En gros, quand je dis retour à la campagne, bad rural, ça veut dire que vous avez votre maison avec quelques voisins, par exemple à 20, 30, 50, 100 mètres, vous pouvez les voir. Et ça fait un réseau comme ça de campagne. Vous êtes peut-être à 1 ou 2 km maximum d'un petit village avec un petit commerce, etc. On va dire que c'est un tissu rural. On ne parle pas du tout de l'isolement au milieu de la forêt tout seul. Voilà, et bien c'est parti, on va passer à la revue des 20 critères. Et je vais vous montrer quelques cartes que je vais commenter. Donc voici la France que vous connaissez bien, ça va être le territoire que nous allons analyser. Il y a environ une centaine de départements qui sont plus ou moins de la même taille, ce qui va faciliter évidemment la comparaison.
Le relief de la France, vous le connaissez, hein, on a une partie sud, extrême sud, et puis sud-est qui est montagneuse, et puis la partie nord, nord-ouest, ouest, qui est plutôt des plaines ou des très petites montagnes, avec une face orientée sur l'océan Atlantique à l'ouest et sur la mer Méditerranée au sud-est. Les foyers de population, on les connaît. À noter la fameuse diagonale du vide, hein, qui est plus une sorte de boomerang, où évidemment, a priori, c'est là où il y a le plus d'opportunités. Alors, première catégorie de critères, c'est l'incompatibilité, c'est-à-dire comment est-ce que vous vous sentez avec l'endroit. Donc, vous allez aller à la campagne. Qui sont les gens qui habitent? Est-ce que vous vous sentez proche d'eux? Au niveau biologique, au niveau religieux, au niveau culturel? Est-ce que vous comprenez l'histoire du lieu? Est-ce qu'il y a un accent particulier, un dialecte particulier? Donc en France, a priori non. Voilà, comment est-ce que vous vous sentez dans cet environnement? C'est important que vous vous sentiez bien, puisque si vous tombez évidemment amoureux du lieu, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à vous intégrer et à réaliser votre projet. Idéalement, si vous voulez vous implanter vraiment à long terme et mettre votre domicile à la campagne, vous devez réfléchir à votre projet professionnel, à votre projet de vie, au type de résidence que vous voulez, pas écologique, traditionnel. Ça, vous devez y réfléchir, mais ça ne va pas être l'objet d'un développement ici. Alors voici le nombre de médecins pour 100 000 habitants. Donc vous voyez, c'est très disparate selon les départements. La règle générale, c'est que plus les villes sont grosses, plus elles sont pourvues en médecins. Donc ça, c'est un désavantage de la campagne. Il faut une voiture souvent pour trouver un médecin. On va étudier plusieurs cartes pour connaître le prix des terres agricoles. Donc vous voyez, ça commence environ à 3 000 € par hectare et ça peut monter à plus de 8 000 € par hectare. Donc il y a une différence de 2, 3 selon les régions, due évidemment à la qualité des terres et à la demande et à la densité. Donc là vous voyez qu'en gros la bande médiane ouest-est est la moins chère. C'est confirmé par cette carte-là. Alors là, on est sur les terrains constructibles de moins de 1 hectare. Le niveau des prix suit la densité de population, hein, tout simplement. Donc l'espèce de diagonale au milieu, hein, puis un peu aussi au nord-ouest, c'est les prix les moins chers. Donc a priori, c'est dans cette zone-là qu'on va trouver le plus d'opportunités. Encore une carte avec les prix de l'immobilier cette fois. Donc là, c'est des mètres carrés pour des habitations, hein, mais bon, ça donne une idée quand même. Alors pour poursuivre avec la compatibilité, voici une carte du résultat des élections présidentielles de 2017, le deuxième tour où c'était Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Vous voyez, donc ça vous donne une idée un peu selon où est-ce que vous vous positionnez. Voilà, sachant que le vote RN est un marqueur en général de baisse économique. Hein. C'est souvent des endroits qui sont assez sinistrés économiquement. Voici les revenus par département, donc encore une fois une grande variation. Les départements ruraux étant ceux qui gagnent le moins, tout simplement. Hein. Bon, ça c'est une règle économique générale. Hein. Dans notre époque, les entreprises ont tendance à se concentrer autour des agglomérations parce que c'est là où elles ont la main-d'œuvre, où elles ont les terrains, où elles ont les équipements. Une entreprise a vraiment besoin d'avoir tout un réseau en fait de prestataires, que ce soit du nettoyage, des sous-traitants, et pour avoir cette galaxie de réseaux-là, on ne peut pas être perdu au milieu de la campagne, donc on est obligé de se rapprocher des villes.
d'où la désindustrialisation que la France connaît. Si vous vous installez à la campagne, soyez sûr que le job que vous faites, alors idéalement vous pouvez le faire de chez vous, mais si vous devez vous rendre dans un lieu, voilà, soyez sûr que l'entreprise ne va pas fermer et pas déménager, quoi. Deuxième critère, l'économie. Donc, quelle est la santé économique du département dans lequel vous êtes? Donc en général, il va y avoir une ou deux grosses villes et vous avez juste à regarder s'il y a un tissu économique. Voilà, quel est le taux de chômage. Voici une carte du pourcentage de personnes qui ont le RSA. Donc là, on voit que les zones extrême nord et extrême sud sont les plus touchées, avec une zone centrale au milieu qui progresse. Donc évidemment, plus il y a de personnes au RSA, moins le département va être riche, et plus il va devoir dépenser d'argent par personne. Le taux de chômage qui suit la tendance du RSA, c'est pas une surprise. Donc l'économie, c'est à considérer évidemment pour vos possibilités d'emploi et pour la richesse du département, mais dans le cas d'un retour à la campagne, c'est vrai que ça va pas être notre critère principal, puisque la philosophie d'un retour à la campagne, c'est d'être le plus autonome possible. Donc en gros, il pourrait y avoir un crash économique, une guerre mondiale qui détruirait tout. Vous êtes censé pouvoir survivre dans votre bade rural, dans votre ferme autonome, sans problème. Troisième catégorie, la gestion. Donc là, c'est la gestion administrative. Comment est-ce que les élus gèrent leur département? Là, on voit le montant des dépenses par département. Donc plus c'est foncé, moins c'est bon. Voilà, comment expliquer toutes ces différences? C'est dur à comprendre. Alors c'est lié évidemment au nombre de personnes qui sont allocataires de prestations, mais ça peut être le réseau qui est cher à entretenir ou une gestion qui est mal faite, hein, tout simplement. Des ronds-points, voilà, à plusieurs millions d'euros avec des sculptures bizarres dessus. Tout ça, c'est des choses qui s'accumulent et à la fin, ça crée un déficit. Et à la fin, vous avez moins de services offerts dans votre département. Quatrième critère, la démographie. Alors, si vous êtes en couple, a priori, ça vous intéresse pas trop. Néanmoins, c'est quand même bon à savoir quels sont les départements les plus jeunes. Donc là, on voit la part des moins de 25 ans. Donc sans surprise, plus les villes sont grosses et plus il y a de jeunes, hein, notamment grâce aux étudiants. Et à l'inverse, on a la carte des plus de 60 ans, où là, tous les départements ruraux sont les plus âgés. Donc quand vous allez aller à la campagne, c'est bien, vous allez pouvoir faire baisser la moyenne d'âge, vous n'allez pas la faire monter. Parce que la France rurale se dépeuple. Alors voici une carte que j'avais réalisée il y a assez longtemps, où en fait on voit le taux de multiplication de la population entre 1851 et 2013. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en 1851 il n'y avait pas de voiture, il y avait des charrettes à cheval, et il y avait quand même des gens qui vivaient, hein, donc 36 millions de personnes en France. Grâce, ou plutôt à cause de la révolution des voitures et du pétrole, la population a pu s'entasser dans des lieux où il n'y avait pas la possibilité avant, et on voit notamment par exemple la région parisienne qui a multiplié par 10 sa population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un jour le pétrole n'est plus assez bon marché, si jamais même il y en a quasiment plus, comment vont évoluer toutes ces zones qui ont vu leur population augmenter drastiquement? Donc on voit que il y a environ 20% de départements qui ont perdu de la population et le reste qui a augmenté. Certains ont beaucoup augmenté, donc tout ce qui a augmenté de plus de 2, c'est dangereux. Parce que ça veut dire qu'on a entassé des gens, on en a fait venir beaucoup. Le jour où il y a un retour en arrière, ça pourra devenir très problématique. Le deuxième enseignement qu'on peut tirer de ces chiffres, c'est que si un département arrivait à soutenir 200 000 personnes en 1851, il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à en soutenir autant en 2030-2040. Donc tous les départements que vous voyez en rouge foncé ou clair, ou alors qui sont à 1,2, à 1,5, tout ça c'est des départements qui ont fait leurs preuves
en termes de capacité de population. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et voici la projection de l'évolution de la population entre 2013 et 2040. Donc on voit que toute la façade côtière ouest et sud va connaître une augmentation de population a priori d'environ 20%. Idem pour Rhône-Alpes et idem pour la région parisienne. Et donc on retrouve toujours ces mêmes départements au milieu, au nord-est, qui perdent de la population. Et donc tout ça peut avoir une influence au niveau des prix immobiliers. Si vous achetez un corps de ferme maintenant, peut-être qu'en fait si vous aviez attendu 5 ou 10 ans, il aurait été moins cher, puisqu'en ce moment, il y a toute la génération des baby-boomers qui est en train de partir à la retraite et de mourir. Et donc il y a beaucoup de biens immobiliers qui se libèrent, des héritages, etc., qui se bradent presque. Les prix à la campagne sont plutôt en baisse. Enfin, en tout cas pour le moment. Donc soit vous achetez maintenant et vous prenez le risque que ça baisse un peu, mais au moins vous sécurisez un bien. Soit vous attendez un peu, mais peut-être que vous ne pourrez pas profiter des meilleures opportunités. 5e critère, le territoire. Observez comment est organisé votre territoire. Quel est l'aménagement qui est fait au niveau des réseaux de communication, au niveau de la structuration urbaine. Est-ce que c'est un territoire qui est a priori résilient, qui n'est pas dépendant du pétrole à l'excès, et notamment un critère important mais que peu de personnes pensent, c'est les ponts et les tunnels. Faites très attention quand vous achetez de ne pas être dépendant d'une seule route, ça c'est le pire des cas, qui comporte des grands ponts, des viaducs, puisque tous ces ouvrages, notamment les plus grands, qui ont été construits au XXe siècle, on n'est pas sûr du tout de pouvoir les entretenir, de les restaurer quand il faudra. Est-ce qu'on aura l'argent? C'est pas du tout sûr. Donc déjà, quand vous habitez à la campagne, vous êtes un citoyen de seconde zone parce que l'État entretient moins les choses et les infrastructures que dans des départements soi-disant défavorisés. Donc si en plus vous êtes dépendant d'un viaduc et que le viaduc casse, on ne peut pas le réparer, il est fermé, ça va pas du tout être la priorité de l'État de venir le réparer, surtout si c'est pour alimenter quelques centaines de personnes. Les petites rivières, etc., ça va, mais quand c'est des grands fleuves, quand c'est des grandes vallées à traverser, attention. Au niveau des communications, vérifiez la couverture mobile, la 4G, la 3G, très important quand vous êtes isolé, avoir Internet, et pas seulement par le fil, mais aussi par les tours, quoi. Et encore plus important si vous êtes en télétravail ou si vous avez votre activité indépendante à la maison. Mais ça, je suis sûr que vous auriez pensé. Les transports. Essayez de penser à tous les cas de figure dans lesquels vous allez devoir vous déplacer, que ce soit pour aller faire des courses, pour aller chez le médecin, pour aller au travail, pour aller voir de la famille, pour aller acheter des produits spéciaux de bricolage, etc. Pensez à tous les cas. Ayez une solution de secours en cas de panne de voiture. Donc, est-ce que vous pouvez faire tous vos trajets à pied ou à vélo ou en train? Si vous ne pouvez pas vous déplacer en vélo ou en train sur vos lieux d'intérêt, n'achetez pas. Parce que être dépendant de la voiture, c'est vraiment une épée de Damoclès. Donc voici le réseau de trains. Alors super les trains, en général les gares ne bougent pas, notamment les grandes lignes, les lignes intercités en France, c'est très stable. Donc vous pouvez compter dessus, je pense. 7e critère, la réglementation immobilière. Il faut que vous consultiez le PLU, le plan local d'urbanisme, de la commune dans laquelle vous voulez vous implanter, construire, pour savoir si votre projet est compatible avec les règles. Notamment tout ce qui est architecture, hauteur des murs de clôture, type de clôture. Est-ce que vous avez le droit d'entreposer certains objets? Est-ce que vous avez le droit de faire du feu de cheminée? Est-ce que vous avez le droit de faire des cabanes, ayez votre projet, consultez le PLU et demandez à la mairie pour être sûr que votre projet soit accepté. Donc là, on est au niveau micro, on n'est pas trop au niveau du département.
Mais voilà, dites-vous que si vous allez dans le sud, vous allez devoir construire une maison qui va ressembler à une maison du sud, ou en général c'est ça les règles. 8e critère, l'habitat. Donc là c'est pareil, c'est plutôt de la micro-localisation. Au niveau du département, il n'y a pas grand-chose à penser. Alors toutefois, il y a un critère que vous pouvez vous amuser à considérer, c'est la présence de carrières de pierre dans les environs. Alors pourquoi des carrières de pierre ? Eh bien parce que les maisons, les fermes auparavant étaient toutes construites en pierre, et souvent il y avait une carrière à proximité, puisque c'est très compliqué, très cher de déplacer des pierres. Donc les foyers de peuplement se sont faits là où on pouvait construire, soit en pierre, soit en bois, mais on va quand même préférer la pierre, c'est quand même plus durable, plus joli, plus intéressant. Donc regardez là où vous voulez vous implanter, s'il y a une carrière pas loin, tout simplement. Bon, sinon la philosophie générale par rapport aux critères de l'habitat, c'est est-ce que vous allez pouvoir restaurer votre corps de ferme comme vous voulez. Donc là on n'est pas dans le critère du département, mais évitez toutes les architectures un peu bizarres, biscornues. En gros, vous devez pouvoir réparer votre habitation avec ce que vous avez sous la main dans un cercle de 10-20 km maximum. Donc c'est pour ça que les départements où il y a des ressources naturelles, donc des pierres et du bois, sont à privilégier. Le critère des énergies fossiles, donc là c'est plutôt du micro, c'est est-ce que l'endroit où vous êtes dépend des énergies fossiles à tous les niveaux, au niveau économique, au niveau de ses infrastructures, et est-ce qu'il peut être approvisionné. Donc là, étant donné qu'on parle au niveau départemental, en France, tous les départements sont approvisionnés de la même manière, de toute façon par camion ou par bateau. Donc a priori, vous avez un intérêt supérieur à être proche des ports. Mais bon, la différence est minime, avec que vous soyez à l'intérieur des terres ou au niveau des côtes, c'est quasiment le même prix. Bon, par contre, si vous êtes vraiment isolé, le pétrole peut être plus cher, donc là, il faut faire attention. 10e critère, l'électricité. Comment est-ce que votre département va être approvisionné en électricité ? Donc, dans le monde actuel, les centrales, charbon, gaz, nucléaire, peuvent diffuser partout leur énergie, donc il n'y a pas de souci. Mais dans le cas de la localisation à long terme, où on pense à tout, quel est le potentiel d'énergie renouvelable ? Donc là, on voit qu'au niveau des barrages, on a principalement le Rhin et le Sud-Est, qui sont riches en énergie hydroélectrique. Par contre, tout ce qui est nord et tout ce qui est ouest, c'est très pauvre. Au niveau du vent, pour les éoliennes, on a toute la partie de la côte, notamment la côte nord-ouest, qui est riche en vent suffisant pour faire tourner des turbines d'éoliennes, et on a le sud-est. Bon, après, on peut en mettre quasiment partout en France, il n'y a pas de souci. Mais ces régions sont privilégiées. Si vous voulez avoir une installation autonome, évidemment, il faudra aussi regarder l'ensoleillement de votre parcelle. 11e critère, l'eau. Alors, un des critères les plus importants. Vous devez avoir accès à l'eau, que ce soit par des puits, par des sources, par des rivières, par le réseau d'eau potable. Donc, étudiez tout ce qui est cours d'eau. Donc là, voici une carte grossière. On voit que les départements sont inégaux en matière de présence de rivières. Vous voyez notamment tout ce qui est la partie centrale nord, tout ce qui est à l'ouest de Paris, ça manque un peu d'eau, ça manque de rivières. Donc attention. Au niveau de la pluie, là aussi c'est très inégal. Il y a une différence de 2 à 3 en termes de volume d'eau. Tout ce qui est massif montagneux est évidemment plus arrosé, et tout ce qui est côte aussi est mieux desservi. Et par contre, on a 2 problèmes en France, même 3 de sécheresse. On a le sud-est qui est très sec, on a l'Alsace qui est sèche, et toute une partie qui est à l'ouest, au sud-ouest de Paris, là, qui commence à s'assécher. Donc ça, c'est assez inquiétant. Attention à tous ces endroits-là. 12e critère, la nourriture. Comment est-ce que vous allez produire votre nourriture ? Donc là, on a une carte de la saison de culture. Donc en fait, tout ce qui est en bleu-vert, c'est
c'est l'échéance normale de culture. Par contre, vous avez des zones en retard, donc notamment tout ce qui est dans les montagnes, tout ce qui est en gros au nord, au nord-est. Par contre, au contraire, il y a des zones avantagées. Vous voyez, quand vous êtes au niveau de La Rochelle, entre Bordeaux et Toulouse, ou au niveau du sud-est, vous avez une avance de 10 à 20 jours sur la saison. Donc ça, c'est bien évidemment pour vos cultures. Et on a une remarque assez intéressante aussi. On voit que à chaque fois que vous gagnez 100 mètres d'altitude, vous perdez 4 jours sur la saison. Donc vous voyez, si vous êtes à 1000 mètres, vous perdez plus d'un mois sur la saison. Voici une carte de la surface agricole utile. Donc en fait, c'est la part des terres qui sont utilisées pour de l'agriculture. Alors c'est une des cartes les plus importantes pour vous. En gros, plus un département est en proportion utilisé pour l'agriculture, et mieux c'est. Parce que ça prouve que les terres sont viables pour une activité agricole ou d'élevage. Donc là, on voit qu'il faut faire très attention à tous les départements montagneux, ça c'est évident, à toutes les zones urbaines, ça c'est évident, mais à toute la zone sud-est, qui est peu arrosée, ça c'est un problème. Malgré que la chaleur vous permette de faire des cultures quasiment tout le long de l'année, en fait le manque d'eau fait que vous êtes désavantagé par rapport à des régions qui sont sur la façade atlantique. Donc on voit que là, les régions les plus privilégiées, c'est les régions centrales, toute la partie nord-ouest et toute la partie nord. 13e critère, la criminalité. Évidemment que vous ne voulez pas aller dans un endroit où vous risquez de vous faire cambrioler ou agresser. Alors c'est un critère extrêmement important, notamment pour les cambriolages, si jamais vous n'occupez pas votre résidence secondaire en fait. Beaucoup de temps dans l'année, si elle est vide 11 mois sur 12, ou si vous ne comptez y aller que en cas de catastrophe, privilégiez les endroits qui sont quand même habités tout le long de l'année et où vous avez des voisins proches. Donc là, je vais mettre plusieurs cartes par rapport à la criminalité parce qu'elles ont des chiffres différents. Première carte, les cambriolages. Assez surprenant, là voilà, la Côte d'Or, le Doubs, la Drôme, la Haute-Garonne et les Bouches-du-Rhône qui sont les départements les plus cambriolés. Et on a une sorte de havre de paix au niveau central et au niveau du nord, du nord-ouest. Alors, deuxième carte assez rigolote, c'est un site qui s'appelle chroniquecartographique.fr qui a fait ça. En fait, c'est le taux d'escroquerie par département, donc c'est tout ce qui est usurpation, arnaque, enfin ce genre de trucs. Donc on voit que la région parisienne, le sud-est sont touchés par les escroqueries, mais des choses aussi surprenantes. Vous voyez la Charente-Maritime, le Doubs, le Nord, la Marne. Carte de la pauvreté et de la délinquance. Donc là on voit que le niveau de délinquance ne se corrèle pas du tout avec le niveau de pauvreté. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est délinquant. Voilà. Au cas où vous auriez encore des idées reçues par rapport à ça. Donc voilà, les zones criminogènes, toujours les mêmes, le nord, la grande région parisienne et le sud-est principalement, et les grandes villes. Voici une carte des violences. Donc pareil, toujours les mêmes endroits. On note la zone ouest et la zone centrale qui sont assez préservées. Alors au niveau de la criminalité, n'hésitez pas à aller très loin en termes de scénarios possibles. Il faut penser à tout, et notamment le pire scénario, ça serait les attaques où il y a une ou deux voitures qui viennent avec des gens armés dedans et qui veulent prendre possession de votre ferme. Donc ils vous trouvent, ils vous ligotent, etc. Et pendant ce temps-là, ils vous dépouillent de tous vos biens, de toutes vos richesses. Et si vous voulez rien donner, on sait ce qui va se passer, quoi. Donc attention à tout ce qui est scénario à la sud-africaine, c'est pour ça. On ne peut plus se permettre de vivre dans des endroits isolés actuellement. Vous devez avoir quelques voisins en qui évidemment vous avez confiance et avec lesquels vous pouvez possiblement créer un réseau d'entraide, un réseau de défense, un système d'alarme. Je sais pas moi, s'il y a une des voitures suspectes qui arrive la nuit, il y a un moyen d'alarme, et tout le monde se réveille, tout le monde prend ses armes et va à la fenêtre,
Et comme ça, on maîtrise la situation. Mais si jamais vous êtes tout seul, isolé, là, c'est beaucoup plus dangereux. 14e critère, la guerre civile. Donc les guerres civiles sont très récurrentes dans l'histoire de l'humanité et se font toujours sur des critères de fracture entre les populations. Donc il y a 1, 2, 3 groupes qui se créent en plus du groupe principal et au fur et à mesure il y a des clashs entre ces groupes. Ce qui fait que si vous êtes au mauvais endroit, eh bien vous pouvez être pris à partie. Donc là je vais mettre plusieurs cartes par rapport au risque djihadiste en France. Voilà le nombre de djihadistes. Bon, les départements les plus touchés sont sans surprise ceux les plus peuplés. Voilà, donc pensez à tous les scénarios de guerre civile sur toutes les lignes de fracture possibles et imaginables. Là c'est pareil, soyez féconds en scénario et évitez les départements qui pourraient exploser à ce niveau-là. Les guerres militaires. Alors quel département éviter par rapport à ça? Donc en général, les guerres se commencent au niveau des frontières, notamment des frontières terrestres. Donc si vous êtes vraiment parano, évitez toutes les frontières terrestres à l'est de la France et évitez les départements qui sont surchargés en installations militaires, bien que ça ne soit pas un critère très important, puisque même s'il y a un aéroport, même s'il y a une base militaire dans le département, si vous êtes à 20 km, vous ne risquez pas grand-chose, quoi. Donc là, il n'y a pas de département vraiment à éviter, à part les frontaliers, si vous êtes vraiment sensible par rapport à ce point-là. Alors voilà une carte de la Seconde Guerre mondiale. On voit les endroits où il y avait des maquis, donc des endroits qui étaient faciles à défendre. Donc en gros, les massifs montagneux. 16e critère, le terrain. Donc là, encore une fois, c'est principalement de la micro-localisation. C'est-à-dire par rapport à tout ce qui est argile, pente, orientation, etc. Il faudra voir sur place par rapport à votre projet. Mais au niveau du département, le risque sismique, par contre, est très significatif. Donc on voit que toutes les zones montagneuses, en fait, sont à risque sismique, notamment la partie vraiment extrême est de la France, la partie extrême sud et la partie centre-ouest, assez surprenant, et un peu aussi dans la partie nord. Alors voici une carte qui représente le niveau de la mer si toutes les glaces fondaient. Donc là c'est pareil, c'est si vous voulez vraiment penser à tout, eh bien pensez le pire. Donc au pire des cas, vous voyez que la France perdrait quand même une petite partie de son territoire. Alors ça est largement moins que le Royaume-Uni ou les Pays-Bas, qui eux seraient beaucoup impactés. Mais on voit quand même que la partie centre-ouest et la partie nord subiraient des dommages. Donc bon, dans tous les cas, moi ma recommandation c'est de ne jamais habiter près de la côte. Enfin, tout ce qui est tempête, tsunami. Bon là, augmentation du niveau de la mer, voilà, ça, quand vous habitez près de la côte, vous y avez droit. Donc au moins à 20, 30, 50 km. La météo. Donc voici les ensoleillements par département, donc qui vous serviront pour votre énergie solaire, pour votre potager, même si le potager peut être fait partout, même au nord de la France. Voici la carte des vents. Donc c'est une carte assez imprécise, mais renseignez-vous plus localement sur quels sont les vents dominants. Carte à mettre en relation avec notamment les centrales nucléaires. En général, le vent en France souffle de l'ouest, donc tout ce qui est à l'est des centrales nucléaires est plus exposé que ce qui est à l'ouest, même si on ne peut pas dire que ce soit une règle absolue. Voici les endroits où il y a eu des tornades en France. Donc, toutes les zones sont concernées, à part une partie centrale, on va dire, une grosse partie centrale. La carte des précipitations. Alors cette fois, c'est pas du volume, c'est le nombre de jours où il y a eu plus de 1 mm d'eau. Donc ça, c'est super important pour votre culture. Donc en gros, il faut éviter toute la partie sud-est. Il pleut pas assez. Et aussi cette partie au sud-ouest de Paris qui commence à vraiment se désertifier. Les installations à risque. Donc là, c'est tout ce que l'humain a créé qui peut vous péter à la figure. Voici la carte des centres Céveso. Donc là, encore une fois, c'est de la micro-localisation, mais on voit quand même qu'il y a des départements qui sont très très peuplés en site Céveso. Je pense au couloir du Rhône,
à la région parisienne, au nord, à l'extrême est, et aussi un peu à la façade atlantique. Mais ça, encore une fois, voilà, c'est plutôt de la micro-localisation. Concernant le risque nucléaire, qui est le risque principal au niveau technologique en France. Donc là, on voit déjà la carte des centrales voisines. Alors, celles en Allemagne ont fermé, mais il reste celles en Angleterre, en Belgique et en Espagne, et en Suisse. Donc, à considérer évidemment dans le périmètre de restriction. Alors, voici tous les types d'installations nucléaires en France, donc les décharges, mais bon, nous, on va s'intéresser principalement aux centrales. Alors, voici la carte des centrales. Il y a deux informations. En rouge, c'est le périmètre qui a été contaminé suite à Fukushima, et en jaune, c'est ce qui a été contaminé suite à Tchernobyl. Donc en fait, toute la France peut être touchée quasiment par n'importe quelle centrale. Mais bon, déjà, si vous pouvez éviter ce rayon d'une centaine de kilomètres qui correspond à Fukushima, c'est pas mal. Alors, voici une autre carte, cette fois avec un rayon d'exclusion de 330 km. Donc là, pareil, on voit que toute la France est touchée. Les seules zones préservées, c'est la Bretagne, le sud-est et le sud-ouest. Alors il y a Fessenheim qui s'est arrêté, mais il y a quand même les centrales voisines de Suisse. Encore une carte, là où on voit l'âge des centrales, donc évidemment plus elles sont vieilles et plus elles sont à risque. Et aussi, moi ma théorie, c'est que plus elles sont à proximité de centres urbains importants, et moins la maintenance va être faite prioritairement. Alors évidemment partout la maintenance est faite, mais s'il y avait un jour à choisir entre une centrale, je sais pas moi, Chinon, ou alors le Bugey, c'est évident qu'ils préféreraient sauver le Bugey plutôt que Chinon. Un scénario à prendre en compte. Bon, alors, est-ce que toutes les centrales peuvent fuiter en même temps ? Non. Moi, je pense qu'un jour il y aura une fuite. Vu le nombre et vu la crise économique dans laquelle on va s'enfoncer, et vu la perte de compétences générale, je pense qu'un jour ou l'autre il y aura une erreur. Je pense que ça touchera une centrale en particulier, une vieille, et qu'à partir de ce moment-là, ils vont décider d'arrêter peut-être la moitié des centrales, pour être sûr. Et d'ailleurs, on risque d'avoir des coupures électriques à ce moment-là. Mais voilà, le risque nucléaire existe, il faut un peu faire avec. Si on peut l'éviter, tant mieux. Mais il n'y a pas grand-chose à... Malheureusement, on peut vraiment rien faire, à part éviter les zones possiblement les plus contaminées. On voit notamment le centre de la France, le couloir du Rhône, ou le nord, où il y a plusieurs centrales dans un périmètre restreint. Mais sinon, avec les vents, ça peut voyager partout. Voici encore une carte intéressante, le nombre de communes où il y a un risque naturel ou technologique. Là, on voit que les départements ne sont pas du tout égaux face au risque. La pollution, évidemment, très important par rapport à l'eau et à l'air. Alors là, les données de la pollution, c'est pareil, ça change en fonction des sources. Donc je vais en mettre plusieurs, mais il faudra vraiment regarder au niveau local, au niveau micro, pour voir si vous êtes concerné. Donc tous les cours d'eau qu'il y a, toutes les nappes, regardez d'où elles viennent. Et si elles peuvent avoir subi des polluants de la part d'agriculteurs, d'installations industrielles, ou tout autre type, même des routes, des voies ferrées, ça pollue aussi. Donc là on a une carte par rapport aux pesticides dans l'eau. On a un classement de la qualité de l'eau. Encore une carte par rapport au nombre de pesticides dans l'eau. En fait, toutes les régions très agricoles, céréalières et le pire, le viticole, sont très contaminées. Là, pareil. Là, on a une carte des anciennes... je crois que c'est les mines d'uranium. En tout cas, où il y a de la présence de l'uranium. Bon, pareil, ça c'est au niveau micro qu'il faudra regarder. Encore les pesticides. Donc là, on voit, vous voyez, la Marne, le Champagne, le Bordeaux. Toutes les régions viticoles sont très concernées. Et la qualité de l'air, avec un gros bémol pour le nord et pour la région Rhône-Alpes et le sud-est. Moins il y a de vent, plus c'est pollué, et plus il y a de montagne, plus c'est pollué. C'est ça qu'il faut retenir. Donc si vous voulez vraiment bien respirer, il faut aller soit au centre, soit à l'ouest. Dernier critère, le monde vivant. Alors c'est quoi ? C'est tous les animaux, les insectes qui peuvent vous pourrir la vie, ou pourrir vos récoltes. Bon, en France, au niveau des départements, il n'y a pas grand-chose à noter. Mis à part que plus il fait chaud,
et plus tout ce qui est bactéries, tout ce qui est insectes se développe vite. Donc là on a une illustration avec le moustique tigre qui a commencé par le sud et qui s'étend progressivement, donc qui va finir par tout toucher, hein. Mais voilà, donc en plus avec le réchauffement climatique, on risque d'avoir beaucoup de microbes qui restent dans les cours d'eau, dans les fleuves, dans les lacs, dans les étangs. Donc plus il fait chaud, et plus c'est favorable à tous les types d'animaux possibles. Voilà, donc on en a fini pour la revue des cartes de France. Je vais mettre des liens en dessous de sites généralistes avec plusieurs types de cartes où vous pourrez vraiment trouver tout ce qu'il vous faut. Et toutes celles que vous avez vues dans la présentation, je les ai mis sur un drive accessible via Gmail, enfin non, on peut même y aller comme ça. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Alors, on va passer à l'analyse des meilleurs et des pires départements. Donc, j'ai essayé de faire un top et un flop des départements français dans ce cadre de projet de retour à la Terre ou de base autonome durable. Donc, en gros, quels sont les meilleurs départements à considérer pour implanter sa base rurale? Encore une fois, si vous ne connaissez personne dans ces départements-là, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleurs pour vous. Donc tout est relatif. Mais pour faire ce classement, je me suis basé sur des critères quand même objectifs. J'ai fait 8 critères que j'ai notés à ma manière. Et donc je vais vous expliquer chacun des critères. Le premier, c'est la population. Tous les départements qui ont vu leur population doubler ou plus entre 1836 et 2020, je les ai mis de côté. Ou plutôt, en fait, je leur ai mis 1 point de pénalité. Ça veut dire que ces départements ont, pour certains, énormément grandi, notamment au niveau urbain, et donc on ne sait pas s'ils pourraient supporter un retour à la vie du 19e siècle, où il n'y avait pas la voiture. Donc sans surprise, toutes les grosses agglomérations ont plus que doublé leur population dans cette période de temps. Donc tous ces départements-là se sont pris 1 point de pénalité. Deuxième critère, les terrains. Donc là, je suis allé faire un tour sur Le Bon Coin pour regarder combien est-ce qu'il y avait de terrains à vendre qui faisaient au moins 3000 m² et qui valaient entre 1000 et 100 000 euros. Alors bon, c'est un critère qu'on peut penser un peu dérisoire, mais de toute façon, si vous avez vraiment un projet de retour à la campagne, la première chose que vous allez faire, c'est que vous allez aller sur Le Bon Coin, je vous connais, vous allez taper le département, les terrains, et vous allez regarder les prix. Donc c'est pour ça que je l'ai fait en anticipation. Alors pour donner quelques exemples, par exemple dans l'Ain, il y a actuellement, donc le 20 avril 2020, il y a 24 terrains à vendre entre 1000 et 100 000 euros qui font au moins 3000 m². Bon, c'est pas une science exacte, il y a peut-être des terrains qui sont pas vraiment adaptés, il y en a c'est des forêts, parfois c'est des prix qui sont à la lare, mais ça donne quand même une idée de l'offre. Donc vous voyez, il y en a 105 dans l'Allier, il y en a 512 en Dordogne, il y en a 9 dans le Doubs. Donc vous voyez, il y a des écarts absolument énormes d'offres de terrain. Donc plus il y en a de disponibles, plus vous avez de chances de trouver celui qui vous correspond. J'ai mis une pénalité au département qui avait moins de 25 terrains à vendre. Donc vous voyez, c'est intéressant, il y a à la fois des départements peuplés et d'autres qui ne sont pas peuplés, beaucoup. On a vu qu'il y avait la Haute-Marne, il n'y avait que 14 terrains à vendre. Pourtant c'est assez grand. Mais voilà, c'est la spécificité locale qui fait qu'il n'y a pas beaucoup d'offres. Troisième critère que j'ai retenu, c'est la montée des eaux si toutes les glaces fondaient. Donc là, ça fait un lien par rapport à la carte que j'ai montrée. Quatrième critère, la criminalité. Donc là, j'ai pris les départements les plus criminogènes en France, que ce soit au niveau des cambriolages ou des violences. Cinquième critère, j'ai pris la carte du nombre de radicalisations que je vous ai montré dans la partie guerre civile. Et j'ai mis une pénalité au département qui comportait plus de 100 radicalisés signalés en tout cas. Sixième critère, la sismicité. Donc quand il y avait un risque moyen ou fort, j'ai mis 1 point de pénalité. Septième critère, tous les départements qui recevaient moins de 600 mm d'eau par an,
ou moins de 70 jours de pluie. Bon là c'est à la louche, hein. En gros c'est les départements où il pleut le moins. Et enfin dernier critère qui correspond au risque de contamination nucléaire. Donc j'ai mis une pénalité à tous les départements qui se situaient dans la zone des 100 km à peu près hein, de contamination possible. Alors donc toutes ces notations font que chaque département a un nombre de points de pénalité. Il se trouve que 12 départements n'ont eu aucun point de pénalité. Donc parmi tous les critères que j'ai cités, ils n'en avaient aucun. Donc pour moi, ces 12 départements correspondent aux plus intéressants pour implémenter votre ferme autonome ou votre BAD rural. Donc ils sont à ex-aequo tous. Hein. Les meilleurs départements sont l'Allier, l'Ariège, le 09, l'Aveyron, la Corrèze, la Côte d'Or, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Mayenne, le Morbihan, l'Orne, la Haute-Saône et les Vosges. Ensuite, pour arriver à 20, j'ai inclus donc 8 autres départements qui sont pas mal aussi et qui n'ont en tout qu'un point de pénalité. Mais bon, c'est quand même les meilleurs. Donc il y a la Creuse, la Dordogne, l'Ille-et-Vilaine, le Jura, les Landes, le Puy-de-Dôme, la Saône-et-Loire et la Sarthe. Alors il est à noter que il y aurait eu beaucoup plus de départements avec 0 point s'il n'y avait pas de centrale nucléaire en France, hein, notamment tous les départements en gros ruraux traditionnels, ils auraient été très adaptés. Mais malheureusement, il y a ce risque qu'on doit prendre en compte, et quand on regarde la carte donc des meilleurs départements, on s'aperçoit que toute la Bretagne et on va dire l'intérieur est de la Bretagne, hein, jusqu'à la Sarthe et à l'Orne, sont des départements très bien placés pour une ferme autonome. Alors après évidemment ça va voir sur place, mais sur le papier il y a tout ce qu'il faut. Autre zone intéressante, l'Est, pas l'extrême Est mais l'Est au niveau des Vosges, hein, jusque... en fait c'est une diagonale qui part des Vosges, qui se termine dans les Landes. Toute cette zone diagonale là est très intéressante, hein. Tout ça c'est pas mal. Et on a aussi au sud l'Aveyron et l'Ariège qui sont bien placés. Alors maintenant au niveau des pires départements pour implanter sa ferme autonome ou sa BAD. Alors déjà je vais en citer 8 qui sont les avant-derniers pires. Donc les Alpes-Maritimes, le Gard, l'Hérault, le Bas-Rhin, la Savoie, la Haute-Savoie, Paris évidemment, les Yvelines et le Var. Donc tout ça, ils ont pris 4 points de pénalité. Donc ça commence à faire vraiment beaucoup, 4 points. Déjà à partir de 2, c'est vraiment trop. Donc 4, là je le fais juste pour avoir un flop, quoi, mais bon, faut même pas y penser. Hein. Et les pires départements, donc, qui ont eu entre 5 et 6 points de pénalité, les Bouches-du-Rhône, l'Isère, le Nord, le Haut-Rhin, le Rhône, la Seine-et-Marne, le Vaucluse, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Donc quand on regarde sur la carte, sans surprise, ça correspond aux zones fortement urbanisées, notamment la région parisienne, le Nord, l'Alsace, hein, assez surprenant, mais l'Alsace c'est pas du tout adapté pour faire une ferme autonome, et la grosse partie sud-est, hein, qui est truffée de centrales, de sites Céveso, des risques de sécheresse, de surpopulation, donc ça c'est vraiment une zone à éviter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Alors pour conclure, je vais quand même annoncer les limites de cette présentation. Je ne parle pas des cas d'expatriation, je reste concentré sur le cas français, donc forcément ça limite la fenêtre. Les critères et les barèmes sont arbitraires, mais la manière dont j'ai procédé, c'est d'écarter en fait le pire à chaque fois. Donc j'ai pris des critères et j'écarte les plus criminogènes, les plus exposés au risque de radiation, et à la fin on a un top 10, top 20. Je ne prends pas en compte la situation personnelle qui est la vôtre, donc ça c'est votre défi, hein, de savoir si vous allez pouvoir vous intégrer dans l'endroit que vous avez choisi. Et je ne prends pas en considération les villes qui sont dans ces départements, ni la qualité de vie. La démarche générale, c'est de considérer tous les critères possibles et imaginables,
N'hésitez pas à consulter les sites qui sont dans la description de la vidéo, de prendre le temps, de vous imprégner des cartes, des critères à considérer. Voilà, laissez-vous autant de temps qu'il faudra pour réfléchir. Un achat immobilier, c'est très long à rembourser, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup d'investissement en temps aussi, et notamment dans le cadre d'un retour à la terre, c'est encore plus important de bien faire le choix le meilleur possible dès le départ, parce que vous n'allez pas pouvoir revendre comme ça votre jardin, votre potager et vos arbres aussi facilement qu'un appartement. Donc surtout prenez le temps, ne soyez pas pressé, et si vous n'êtes pas sûr, ne faites rien. Dans tous les cas, une bonne étude que vous ferez en anticipation réduira les risques d'erreur. Et je peux vous assurer que le temps que vous allez passer à analyser, vous ne le regretterez pas. Voilà, une fois que vous avez choisi votre département, en fonction de tous les critères possibles et imaginables, évidemment, il y a la micro-localisation à l'intérieur même de ce département qui est à considérer. Donc là, c'est tout ce qui est à l'adresse. Et là, ça ouvre une porte à d'autres critères, notamment l'accès à l'eau potable, les transports, les hôpitaux, les écoles, le retrait, le gonflement des argiles aussi, par exemple, qui est un risque très très local. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à mettre un j'aime pour me montrer que ce contenu était intéressant. Mettez des commentaires si vous avez des remarques par rapport à des critères que vous voudriez ajouter, par rapport à une expérience que vous voudriez raconter. Voilà, n'importe quoi qui soit utile aux gens, aux autres spectateurs. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci à vous, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.